Lucom. Bonjour messieurs, amis téléspectateurs de l'ICOM Mweneditu Télévision. Nous vous savons, croyons nombreux, branchés sur cette chaîne, celle qui vous met au parfum de ce qui se passe dans la province de Lomami, dans la contrée de la ville de Mweneditu. Également, l'ICOM Média, aujourd'hui, nous recevons dans cette émission explication, quelqu'un qui va nous interpréter les faits et gestes des politiques et du processus électoral dans notre pays. Vous le savez, le 20 décembre, nous irons aux élections pour la 4e fois et déjà les choses sont en train de bouger à travers le pays. Dans cette émission Explication, nous aurons des explications. À quelques 5 mois de ces joutes électorales, quels conseils, quelle interprétation scientifique des faits et gestes des politiques? Pour cela, nous recevons pour vous dans cette émission Explication l'abbé professeur Étienne Tshibanga Moulage. Il est doyen du domaine des sciences juridiques, politiques et administratives à l'université de Mweneditu. Nous sommes à Mweneditu dans la province de Lomami, RDC. Monsieur le professeur abbé Étienne Tshibanga Moulage, comment vous allez? Je me porte bien, grâce à Dieu. Amen. Alors, l'actualité dans l'actualité. Rappelons ici que vous êtes coordinateur des écoles conventionnées catholiques dans ce diocèse de Tshilomba. Il y a quand même de l'actualité de ce côté-là. Oui, il y a de l'actualité. C'est une actualité qui fonde même le futur de ce pays. L'organisation des épreuves certificatives, la session ordinaire qui commencera le lundi. Nous invitons tous les élèves, tous les finalistes, tous les préfets, les parents, les intervenants, selon les degrés de participation, d'y aller avec patriotisme, civisme, surtout avec professionnalisme, d'éviter les antivaleurs, par exemple les perceptions illicites, l'organisation de systèmes de labos, l'organisation de combines, briser ce que j'appelle le jeu de type entre parents, préfets et puis élèves. Je demande aux parents d'éviter un comportement amphibien, signifie que la journée on sort des réserves pour les vacances. Il faut dénoncer le comportement de certains élèves qui créent une caisse à l'insu des parents, à l'insu des autorités scolaires, donc des élèves qui pratiquement exploitent et les parents, exploitent et l'école. Il faudra dénoncer ça pour que, effectivement, bien entendu, un diplôme, c'est une présomption de connaissance, mais cette présomption doit au moins s'approcher de la réalité. Donc, il faudra que tout le monde puisse dénoncer des mauvais comportements qui entachent la qualité, disons, de la formation au niveau de notre pays. Sinon, nous tuons ce pays à petit feu et ça a même un impact sur la démocratie. Au réseau catholique, exclusivement, toutes les dispositions sont prises pour que cette édition se passe calmement. Effectivement, j'ai eu une réunion avec tous mes chefs d'établissement. Il y a une lettre circulaire. Nous avons essayé de rappeler les instructions de l'État. Nous avons aussi rappelé les instructions de l'Église. La présence de l'Église en milieu scolaire, c'est effectivement mettre le cachet de la morale chrétienne, mettre le cachet de valeurs chrétiennes. Et ces valeurs sont loin avec les antivaleurs. Donc notre présence dans les écoles, c'est exactement assurer que la formation qui se donne dans les écoles soit une formation qui puisse toucher l'élève de manière intégrale et de manière intégrée. Pour cette édition, vous alignez combien de candidats finalistes? Bon, pour cette édition, par rapport à notre réseau, toutes les options confondues,
Nous sommes à plus de 2000 finalistes. Ouais. Là, c'est pour le diocèse de Chilomba. Chilomba. Alors, d'une actualité à une autre, qui fait d'ailleurs le sujet de notre émission, c'est ces élections 2023, les jours passent et le 20 décembre arrive. Déjà, comment vous vivez l'approche de ce grand jour démocratique? Bon, nous considérons que comme scientifiques, ce jour ne doit pas être considéré comme... nous ne devons pas être dans une mentalité eschatologique. Ce n'est pas un jour terrible, un jour de stupeur. Par contre, ça doit être un rendez-vous de la démocratie. Un rendez-vous, disons, de la maturation d'un État. C'est déjà une bonne chose parce que ça sera une tradition qui doit continuer. Et effectivement, un État démocratique ne vit que grâce à ce cycle. C'est comme le corps humain qui s'est généré avec le sang, ainsi de suite. Vous voyez, le cœur, quand le cœur fonctionne, il y a un va-et-vient du sang, et s'il n'y a pas ce va-et-vient du sang, le cœur s'arrête. Donc un pays, un État qui n'organise pas les élections, c'est comme un cœur qui s'arrête. Il n'y a plus d'État. Et comment, déjà à 5 mois des élections, monsieur l'abbé, professeur Étienne Tchibangamlage, on remarque quand même qu'il y a, si pas des mouvements, mais des agitations sur le podium politique, à gauche, à droite, au nord, au sud. On sent que ça emballe déjà. Oui, bon, disons, il faudra relativiser ça. Ça va dans l'ordre, disons, de réalité politique, de toute entité politique. S'il faut rappeler le principe, c'est qu'un parti politique a vocation d'exercer le pouvoir, de conquérir le pouvoir, de l'exercer le plus longtemps possible, pourvu que ce soit dans le respect des textes et lois de la République, selon l'esprit de la Constitution. Et il est possible que dans la recherche d'accéder au pouvoir ou dans la recherche de conserver le pouvoir, qu'il y ait des dérapages, mais l'État a prévu tout ça pour encadrer tout le monde afin que, effectivement, c'est comme un avion, vous savez, monsieur le journaliste, qu'il y a des moments où il y a des secousses, il y a des tribulations, même dans le train, donc il ne faut pas qu'on puisse exagérer. Oui, mais si on n'exagère pas, c'est dire qu'au moins ça existe. Et parce que ça existe, ça devrait avoir une certaine signification. Par exemple, Martin Fayulu, l'un des candidats présidentiables, dit qu'il jetterait à sa manière l'éponge parce que, soi-disant, le fichier électoral ne serait pas fiable à ses yeux. Bon, par rapport à l'acteur politique que vous venez de citer, c'est de son droit tout à fait légitime d'apprécier les choses selon son état-major. Et il faut reconnaître que si un acteur politique de la trempe de celui que vous venez d'évoquer émet des réserves par rapport à ça, personne ne peut lui contester la démarche. Par contre, ça ne peut qu'interpeller la classe politique sans ignorer cela, pour que finalement les gens puissent conjuguer de la même manière. Donc, c'est tout acteur politique, tout Congolais d'ailleurs, même de la société civile, peut donner un point de vue sur la façon dont le processus s'est fait, parce que ce n'est pas un processus privé, c'est un processus républicain. Et comme étant le processus républicain, chacun peut donner un point de vue, et chacun est libre de donner son point de vue, et quand quelqu'un a donné un point de vue, ça ne vaut pas la peine de dire qu'il a raison, qu'il a tort, c'est un point de vue. La Constitution lui donne son droit parce qu'il a le droit politique actif et le droit politique passif. Donc voilà, mais quitte à peut-être voir dans ce qu'il dit
qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai, comment on peut arranger les choses. Il faut aller dans le système tout à fait inclusif, le système dialogal et le système, disons, de respect des textes pour éviter effectivement qu'on tourne sur le qu'on fasse un cercle vicieux. Parce que selon certains analystes, Martin Fayulu, parce que vous ne voulez pas le citer, voudrait bien qu'il y ait dialogue. Voilà pourquoi il ferait cela. Mais dans l'entretemps, vous parlez de système ou de processus dialogal, c'est ce qui évoque ou qui fait penser au dialogue. Est-ce que vous êtes... quand vous voyez la machine électorale telle qu'elle évolue aujourd'hui en RDC, est-ce que vous vous dites qu'à un certain niveau, le dialogue devrait... le dialogue à la congolaise devrait s'imposer? Est-ce qu'il y a urgence, il y a pertinence ou besoin, nécessité? Bon, je ne sais pas si dans une société on ne peut pas dialoguer. À la congolaise? Bon, je ne voudrais pas parler à la congolaise, mais je parle, nous sommes, comme vous l'avez dit, nous sommes au niveau scientifique. Et quand on est au niveau scientifique, on parle de manière tout à fait générale. Je ne pense pas que dans une société qu'on cesse de dialoguer. Le dialogue peut s'opérer soit par voie institutionnelle, et c'est ce qui s'est fait. Ça peut s'opérer soit en dehors des institutions. Mais il ne m'appartient pas de dicter ou de dire quelle forme de dialogue les acteurs politiques devraient prendre. Parce que je considère que nos acteurs politiques sont assez matures pour comprendre que pour cet instant, des enjeux peuvent dicter le dialogue dans le cadre institutionnel ou le dialogue en dehors des institutions. Là, je laisse la liberté, disons, aux acteurs politiques, disons, de prendre des choix, pourvu que ces choix-là soient au profit de la République et ces choix-là soient au profit du peuple congolais. Déjà, nous avons suivi hier la CENCO qui a fait des recommandations, qui sont des recommandations, bien entendu, qu'il faut prendre en compte et qu'il faut absolument essayer de voir dans quelle mesure on peut les couler pour le profit de la République. Voilà un peu, monsieur le journaliste, ce que je puis dire par rapport au dialogue. Oui, vous avez évoqué la déclaration ou la dernière sortie médiatique des prélats. En dehors du fait que vous soyez professeur d'université de droit, vous êtes, pour commencer, prêtre. Vous êtes abbé. Comment analysez-vous la position des évêques? Parce que aujourd'hui, dans les états-majors, surtout de l'Union sacrée, les sorties médiatiques des évêques sont trop salées. Bon, je pense, je ne voudrais pas parler en termes de sorties médiatiques. Il faut reconnaître que c'était à l'issue de grandes manifestations à Lubumbashi, dans le cadre du congrès eucharistique. Et pendant ces événements, les pères et les évêques se réunissent pour réfléchir. Ils ont réfléchi et ils ont dit aux chrétiens catholiques, aux hommes de bonne volonté, à la communauté internationale, à la communauté nationale, ils ont donné le fruit de leur réflexion. Il ne s'agit pas d'une sortie médiatique, mais ils ont livré un message au peuple congolais. Par les médias. Et ce message-là, ce n'est pas le premier. Moi, je considère que les pères, les évêques sont entrés dans la tradition. Rappelez-vous que même avant même les indépendances de la République démocratique du Congo, avant même 1960, les pères, les évêques, à ce temps-là, s'étaient réunis et ils avaient fait un message sur quelle était leur vision de l'indépendance. Et il y a le père de Saint-Moulin qui a produit un livre très important qui reprend tous les messages des pères et des évêques depuis les années
je pense 1906 jusqu'à, je pense, 1990, les messages des évêques. Et donc, les évêques n'ont jamais été les absents au rendez-vous de la République parce qu'ils ont conscience du rôle de l'Église. Il faut replacer le message d'hier ou d'avant-hier dans cette dynamique-là de l'Église catholique, dans cette dynamique-là des pères des évêques, par rapport à cette République. Ne pas l'isoler. Si on l'isole, alors effectivement, on considérera qu'il s'agit d'une sortie médiatique ou d'une sortie tapageuse. Non, il ne s'agit pas de ça, monsieur le journaliste. Mais est-ce que ce n'est pas quand même sortir aussi de l'ergon, on va dire, des pasteurs, pour aller maintenant parler de boucher, si vous voulez? Bon, je ne sais pas, ça dépend de ce qu'on entend par pasteur. Mais il s'agit de pasteurs de qui? Il s'agit de pasteurs, des personnes, des êtres humains qui sont chaque jour avec eux, qui viennent à leur porte, avec leur joie, avec leur souffrance, comme le recommande Gaudium et Spes. Ce sont ces pasteurs. Ce ne sont pas des pasteurs désincarnés. Ce ne sont pas des pasteurs, ce n'est pas de la France. Ce sont des pasteurs des Congolais. Mais pourquoi ils ne reconnaîtraient pas aussi? Jusqu'ici, ils reconnaissent difficilement. Je me remets à mon souvenir, je n'ai pas encore suivi les prêtres, les évêques dire par exemple que le régime actuel a fait telle bonne chose, ainsi de suite, mais ils ne sont que dans ce qu'eux voient et en noir. Bon, peut-être que, je ne dis pas que vous êtes moins informé, mais peut-être vous avez fait une lecture sélective. Je pense que le fait que le Saint-Père ait choisi pour ce temps venir au Congo pendant ce temps, cela parle plus que ce que vous venez de dire. Parce que vous vous rappelez qu'à un certain moment, le Saint-Père voulait venir et il avait dit que pour ce temps, avec pour ce temps, je ne peux pas venir. Donc, ça fait que dire que les évêques doivent distribuer, je ne sais pas, des cartons rouges, des cartons jaunes, ce n'est pas dans l'esprit des pères les évêques. Bien entendu, ils le font d'une manière ou d'une autre, mais je vous replace dans l'esprit de cette année où nous avons reçu le Saint-Père. Et d'ailleurs, le fait qu'il y ait une représentation du Saint-Père, le fait qu'il y ait un pouvoir de dialogue entre la Senko et ceux qui exercent, signifie qu'il y a quand même des appréciations positives, ou dans un sens ou dans un autre. Mais cela n'exclut pas que les pères les évêques donnent les lectures. Personne ne peut priver, ou bien personne ne peut dénier aux pères les évêques de donner leur point de vue par rapport à la situation du pays. Voilà, mais il y a aussi, je comprends votre casquette, les réserves que vous formulez. C'est vrai, vous dites qu'il y aurait de la symbolique positive avec l'arrivée du Saint-Père en RDC. Mais avant cela ou après cela, quand on analyse, on croise les déclarations des évêques et beaucoup mieux du cardinal, on sent pratiquement que le mariage n'est pas du tout bon entre l'État congolais et l'Église catholique au Congo. Bon, je constate que c'est ce que les gens veulent, c'est ce que les gens ont dans leur tête, c'est ce que les gens veulent que ce soit, mais ce n'est pas la réalité. Parce qu'il faut reconnaître que vous et moi, nous n'avons pas tous les éléments pour qualifier les rapports entre l'Église et l'État. Nous n'avons pas tous les éléments. Tout ce que vous pouvez dire, ça ne peut être que peut-être
quelque chose de superficiel. Et vous avez évoqué des personnalités de l'Église. Il faut savoir toujours distinguer que quand l'Église se prononce, ce n'est pas un individu qu'il faut viser, c'est l'Église qui se prononce. Et quand l'Église se prononce, ce n'est pas contre X, c'est dans le but de l'amélioration de la situation. C'est ça. Il faut voir l'intention de l'Église. Ce n'est pas c'est pas contre tel ou tel. Non, non, il s'agit de chercher comment il faut regarder les choses. Vous savez, il est vrai, on aimerait que l'Église, par exemple, soit d'Allélo ou quoi là. Non, mais il faut reconnaître que l'Église a sa mission, a sa vocation. Oui, alors, monsieur le professeur, Abbé Étienne Chibangamoulage, professeur de droit et doyen du domaine juridique, des sciences juridiques, administratives, politiques et tout, à l'université de Mounéditou. Les étudiants vont suivre cette émission, vont regarder leur professeur enseignant parler. Est-ce que vous pouvez nous donner aujourd'hui ici, dans cette émission Explication, quand est-ce que l'Église parle et quand est-ce que les individus de l'Église parlent? Okay. Pour que l'on ne fasse pas l'amalgame. Très bien. Alors, je pense que, disons, surtout avec les accords, l'accord cadre entre le Saint-Siège et la République démocratique du Congo, les choses sont beaucoup plus claires. Nous avons la SENCO, qui est la structure autorisée de parler au nom de l'Église catholique en République démocratique du Congo, qui a une personnalité juridique. Chaque évêque, par rapport à son diocèse, parle au nom de l'Église par rapport à son diocèse. Bien entendu, il y a toujours ce qu'on appelle les rapports entre l'Église universelle et l'Église particulière. Ce sont des réalités qu'il ne faut jamais diviser, ce sont des réalités qu'il ne faut jamais confondre. Donc, voilà ce que peut aider quelqu'un pour savoir X a parlé comme individu ou X a parlé comme homme d'église. Dans le cas d'espèce, le message qui a été livré, il s'agit de l'Église catholique du Congo qui a parlé. Il ne s'agit pas d'individus, c'est l'Église catholique du Congo. D'ailleurs, le confrère qui a lu le message, qui a eu cette déclaration-là, a insisté pour dire tous les évêques de la République démocratique du Congo ont signé. Le confrère n'a pas fait, ce n'est pas un hasard, c'est toute une symbolique. Tout le monde a signé. Et son message, il contient quoi? En fait, son message ne contient pas des éléments propres à l'Église. Ce sont des éléments propres à l'État. Quand tu as évoqué les étudiants, mes étudiants, j'assure le cours de théorie du droit constitutionnel. Il y a un chapitre sur les bases et les fondamentaux de la démocratie, d'un État démocratique par rapport au suffrage. Les évêques n'ont fait que reprendre le contenu du cours de théorie de droit, de l'étude de théorie de l'État. Ils ont parlé des suffrages universel. Ils ont parlé du suffrage égal. Ils ont parlé d'un suffrage libre. Ils ont parlé d'un suffrage transparent. Ils ont parlé d'un suffrage inclusif. Tout juriste, tout étudiant qui a suivi ce cours se retrouve dans ce discours, dans cette déclaration. Et c'est l'Église qui rappelle, en fait, tous les Congolais, certains, ceux qui ont étudié dans le cours de droit, et d'autres, ceux qui peuvent apprendre. Quand on parle d'un suffrage égal, bien entendu, signifie que tout Congolais a une seule voix. Vous n'allez pas trouver un Congolais qui aura deux voix. On vote une seule fois, un seul bulletin. Qu'il soit pauvre, qu'il soit riche. Oui, mais monsieur l'abbé professeur, inclusif signifie que
tout Congolais qui a le droit politique actif et passif, c'est-à-dire tout Congolais qui peut participer aux élections, ne peut pas être exclu. Il faut qu'il soit exclu pour des raisons constitutionnelles, tout simplement. Quand ils parlent des processus inclusifs là-bas, est-ce qu'ils font allusion à Moïse Katumbi? Je pense que les évêques, dire ça, c'est minimiser, diminuer le discours des évêques. Les évêques n'ont pas cité quelqu'un. Ce qu'ils ont dit, c'est tout ce que tout le monde peut dire, que le processus soit inclusif. Imaginez-vous qu'on puisse dire non, la ville de Monite ne va pas participer aux élections. Ce n'est pas inclusif. Oui. Les évêques ne visent pas, je pense, je ne suis pas leur porte-parole, mais je pense que inclusif, ce n'est pas une invention des évêques. Ouais, oui, tout à fait. Ça, c'est de la rhétorique, mais monsieur l'abbé professeur Étienne. Mais disons un peu les choses de manière donc telles qu'elles sont. Avec ce régime, il y a des actions posées, il y a des éléments de changement qui sont manifestes. Il y a d'un côté les travaux qui se font à travers le pays, notamment ici à Mweneditu, les ravins qui existaient, Kapoumou, Kamouche, Saint-Martin, aujourd'hui, ils sont en train d'appartenir au passé. Il n'y a pas longtemps, nous sommes une ville ferroviaire. La SNCC venait d'acheter des porte-conteneurs Pimpa neufs qui sont arrivés même ici à Mweneditu. Je ne cite que ces quelques éléments. La gratuité de l'enseignement et tout, mais on remarque que dans les discours de vous, prélats catholiques, vous voyez toujours le tableau en sombre. On ne sait pas. Vous avez des parfumés ou bien vous refusez de voir? Une fois de plus, ce que vous dites, c'est ce que vous pensez que ce soit. Mais ce n'est pas ce qui est la réalité dans le rapport entre l'État congolais et l'Église. Sortons des rapports. Ouais. Allons maintenant dans vos discours ou dans vos déclarations. Nulle part, vous dites par exemple, quand je dis vous, c'est le vous de majesté, c'est-à-dire que c'est pratiquement l'Église catholique au Congo. Vous allez me dire qui l'engage, qui ne l'engage pas. Vous l'avez déjà dit. Mais jusqu'ici, vous allez me corriger et même me rappeler, nous n'avons pas encore suivi, ou je n'ai pas encore suivi, dans une déclaration, l'Église catholique du Congo dire félicitations aux dirigeants pour ceci, pour cela, même pas une demi-fois. C'est là que, c'est ce qui pousse certains à penser que vous êtes dans le camp de l'opposition, il vous faudra peut-être enregistrer votre parti politique officiellement au ministère de l'Intérieur pour certains. Monsieur le journaliste, comme je l'ai dit tantôt, ce que vous dites, c'est le souhait de certains qui veulent effectivement des relations tumultueuses avec l'État congolais. Vous avez évoqué pour la ville, moi je vis dans la ville de Mweneditu, il y a eu deux changements notables. Moi je suis prêtre, j'habite une paroisse, pour arriver à mon poste de travail, je souffrais. Effectivement, les ravins Kamouchi, les ravins de Bokassa sont en train d'être, disons, ça devient un souvenir du passé. Je peux vous dire encore, au niveau toujours de Saint-Martin, il y a un bâtiment qui est en train, un hôpital, il y a eu la réhabilitation, il y a un gros bâtiment qui a été, disons, construit grâce au trésor public. Et ces travaux sont en train d'être effectués par la Caritas Chilomba et puis l'Obédéon. Ce sont des œuvres que nous voyons. Et c'est pourquoi je dis, parfois, peut-être vous n'êtes pas informés. Parce que le secrétaire de la SENCO a rendu public les réalisations qui ont été faites avec les fonds alloués à l'Église par l'État congolais, dans le cadre de toujours des accords cadres. Et l'Église apprécie ces gestes du gouvernement.
Mais c'est que je comprends qu'il y a un déficit d'information. Ou de communication. Parce que là, il y a un déficit de communication, d'information de votre part, c'est que vous tirez les informations d'une façon sélective. De ces fonds-là, dans tous les diocèses, ça a été fait publiquement. Oui. Mais est-ce que ça a été repris par les médias pour dire aussi que voilà, telle part. Et là, le secrétariat a fait les réalisations déjà faites, ce qui est en cours, ce qui n'a pas fait, et ça a été fait. Et quand on parle, l'Église n'a pas dit, c'est notre fonds. C'est le fonds qui vient du gouvernement. Qui dit du gouvernement, ça vient du régime. Monsieur le professeur, j'assume, j'encaisse ce que vous qualifiez des déficits d'information et tout. Et je comprends dans quel contexte vous placez cela dans votre rhétorique. Au moins, par exemple, que l'Église, je ne souhaiterais pas même que cette émission soit focalisée sur l'Église, que la communication de l'Église, par exemple, qu'on dise, voilà, à Mbujima, on est en train de construire un aéroport international. Voilà, à Kananga, on est en train de réhabiliter la route Kalamba-Mbuji. Voilà la route numéro 1, Mbujima et Kananga, est en plein travaux. Donc, des choses comme ça. Pas la communication à laquelle vous faites allusion, où le secrétariat général de la CNCO ferait un exercice de redevabilité. L'État congolais nous a donné autant et avec ce montant nous avons fait cela. Non, ça c'est pratiquement de la transparence dans la gouvernance. Je puis prendre ça dans ce cadre là-bas. Mais suivre les prélats, sortir et faire la déclaration par exemple que hier et aujourd'hui il y a un grand changement et positif, là c'est peut-être ça va venir. Parce qu'on donne toujours cette fenêtre là-bas que ça puisse changer comme on le souhaite. Mais parce que nous devons sortir de cette émission, monsieur le professeur Étienne Tshibangou, dites-nous, à l'allure où vont les élections, ou à l'allure de ces processus électoraux, vous croyez, toute analyse scientifique faite, qu'il y aura élection en 2023 ici, décembre? Ou plutôt, il y a possibilité d'un dialogue à la congolaise? Bon, avec ton autorisation, je voudrais d'abord recadrer les choses. L'Église a sa façon d'apprécier les choses. L'Église ne fait pas du journalisme. L'Église ne fait pas de la propagande au profit de tel ou de tel autre. L'Église ne fait pas, disons, de la démagogie au profit de tel ou de tel autre. L'Église, comme prophète, essaye de s'acquitter de son devoir, sans imposer. Et l'Église, généralement, tire la sonnette d'alarme. Il est vrai, l'Église, quand il s'agit d'apprécier, l'Église apprécie. Vous voyez au milieu du village. Je vous rappelle, généralement l'Église est du côté des faibles. Non. C'est ça. Donc jamais l'Église n'est au milieu. En principe, l'Église devrait et doit être du côté des faibles. Donc ça veut dire que non au milieu, pas au milieu. Je rappelle que l'Église doit être du côté du faible. Mais le faible souvent n'est pas au milieu. Quand vous parlez du milieu, là nous entrons dans des idéologies parfois politiciennes. Mais l'Église est généralement du côté du pauvre, du faible, parce que le Christ a été toujours du côté du faible. Alors, par rapport à votre question, je ne suis pas un devin pour dire il y aura élection ou il n'y aura pas. Mais dans le cadre scientifique, il y a ce qu'on appelle les conditions sur base desquelles on peut réfléchir pour dire l'événement, oui ou non. Nous constatons que l'organe habilité pour organiser, l'organe est là. Nous constatons qu'il y a un calendrier. Nous constatons qu'il y a eu un enrôlement. Nous constatons qu'il y a eu une loi sur la répartition des sièges. Nous constatons qu'il y a
les bureaux pourront s'ouvrir pour les candidats. Donc, humainement, si les contraintes financières, les contraintes, je ne sais pas, conjoncturelles ne se présentent pas, je pense que nous osons croire qu'il y aura élection. Et il faut souhaiter pour tout Congolais qui aime ce pays, il faut souhaiter qu'il y ait élection. Pourquoi? Parce que ce pays, d'ailleurs, les pères des évêques l'ont souligné, ce pays a toujours souffert des problèmes de légitimité, des déficits de légitimité. Il y a eu des guerres, il y a eu des Congolais qui sont morts, il y a eu des traumatismes à cause de problèmes de légitimité. Souhaiter qu'il n'y ait pas élection, cela suppose que nous allons retourner à la case du départ du problème. Donc, le problème de légitimité va se poser et ce sera le peuple congolais qui sera le perdant. C'est pourquoi il faudra souhaiter qu'il y ait élection dans les meilleures conditions, bien entendu, pas n'importe quelle élection, mais dans les bonnes conditions, selon un standard international acceptable, qui est les élections. Et à ce moment-là, je pense que le peuple se choisisse ses meilleurs et ses représentants pour le diriger. Je pense que c'est ce que je peux dire. Une fois de plus, je ne suis pas devin pour dire il y en aura ou il n'y en aura pas. Nous tablons sur ce qui s'est fait. Chez Félix Tshisekedi, actuellement président de la République, vous aimez quoi? Bon, vous savez, déjà le fait que nous sommes en train de réaliser cette émission signifie que quelque chose, il y a une certaine stabilité, au moins pour ce coin. Donc c'est déjà une bonne chose. Il y a la gratuité, il y a la gratuité de l'enseignement qui est là. Il y a un effort, il faut reconnaître, il y a un effort aussi que les relations entre l'État congolais et l'Église, ce soit des rapports assez pacifiques. C'est aussi un actif qu'il faut absolument, malgré qu'il y a ceux qui veulent qu'il y ait des problèmes. Mais je constate qu'au niveau du haut sommet, il y a cet effort que les relations, les rapports soient tout à fait pacifiques. Et pour cela, il mérite un deuxième mandat? Non, il ne m'appartient pas de le dire. Abbé professeur Étienne Tshibanga Moulage, vous êtes doyen du domaine des sciences juridiques, politiques et administratives à l'université de Mweneditu, dans la province de Lomami. Vous êtes également coordinateur des écoles conventionnées catholiques de Chilumba. L'ICOM Média vous dit merci. Ok, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Je remercie vos téléspectateurs. Je remercie vos auditeurs. Je remercie ceux qui vont nous écouter, tout en considérant que tout ce que nous avons dit, ce n'est pas de l'évangile. Merci. Merci à vous. L'UCOM.